Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, bienvenue, pardon. Nous sommes le lundi 4 mars 2019. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour ce lundi. Lundi qui devrait être plutôt calme, étant donné qu'on n'a pas de chiffre macroéconomique attendu. On va avoir quand même une semaine bon, assez chargée en termes de banque centrale. On a la RBA demain, nous avons ensuite la BCE jeudi. Entre-temps, mercredi, nous avons la Banque du Canada. Bon, parmi toutes ces banques centrales, elles sont entendues soit neutres, soit dovish. Pour la RBA, on a eu des chiffres, des récents chiffres qui étaient plutôt décevants, donc une RBA qui a tendu dovish. Au niveau de la Banque du Canada, elle devrait réitérer ses propos de janvier, sa précédente politique monétaire, décision de sa politique monétaire, pardon. Et pour la BCE, alors la BCE, gros focus puisque voilà, il y aura les nouvelles projections économiques qui devraient être revues encore une fois à la baisse. Et ensuite, on aura tous les commentaires sur les TLTRO. TLTRO qui pourrait, un nouveau lancement qui pourrait se faire en juin de cette année. Voilà, donc des politiques monétaires qui sont tendues neutres, voire dovish. Bien évidemment, ça aplatit la volatilité des marchés, comme on peut le constater depuis quelques semaines. Sur le forex, on n'a pas vraiment de tendance. L'euro-dollar, ça fait depuis quoi? Depuis la correction des marchés, depuis octobre finalement, qu'on a un euro-dollar qui consolide, voilà, dans un range, on va dire de 200 pips à peu près. Donc voilà, ça fait quand même 5 mois. Donc volatilité très 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 faible sur les marchés, va pas falloir s'attendre à de gros mouvements, je pense. C'est pour cela que voilà, avec des banques centrales en plus dovish neutre, et en plus de cela, on a eu un rapport du Wall Street Journal ce week-end qui a annoncé qu'un accord commercial devrait être conclu ce mois-ci d'après des sources proches du dossier. Il y aura une rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump aux alentours du 27 mars. Donc voilà, a priori, il y aurait un accord commercial qui serait voté à la fin du mois. En plus de cela, on a des banques centrales qui sont dovish, donc là concrètement, on a voilà, les boules pourraient continuer à dominer les marchés financiers, les bullish, les valeurs d'appétit au risque. Donc voilà, je pense que le yen, tout ce qui est franc et même dollar finalement ont plus de chances, en tout cas en ce lundi matin, de sous-performer le FX cette semaine. Alors que les devises d'appétit au risque, on va dire les devises commodities, en ont beaucoup plus de chances, surtout l'AUD, qui serait la devise qui s'apprécierait le plus en cas d'un accord commercial. Voilà, donc avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur le risque. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour Frédéric, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Gérard que je salue également, Brigitte, Raymond, voilà, François, Loïc, que des habitués, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors le gold, on me demande gold, or, XAUUSD, bon, je pense que c'est bon, j'ai compris. Je vais y venir, vous inquiétez pas François, j'y arrive. L'or qui est passé sous 1300 $. On a eu une petite hausse, enfin une hausse même du dollar finalement en fin de semaine dernière. Le Nasdaq a inscrit un record depuis la bulle Internet, 10 semaines consécutives de hausse pour le Nasdaq Composite. 10 semaines. C'est d'une première depuis 1999. Voilà, le S&P, ça fait 5 semaines qu'il progresse. Voilà, finalement, voilà, c'est bull market pour le moment, enfin c'est haussier pour le moment en tout cas. Est-ce que c'est trop tard pour l'acheter? Eh bien, on va essayer de voir ça ensemble ce matin. Donc vendredi soir, comme je vous l'ai dit, on a eu une hausse des marchés actions, rebond après 3 séances consécutives de baisse. S&P qui prend 0,69%, le DXY qui gagne 0,42%, le VIX qui en perd 8,19. Ce matin, on a le rendement du 10 ans qui perd 3 points de base par rapport à vendredi. Le yen qui est en très légère baisse, le gold également, le gold parce qu'il y a le dollar qui fait pression, le Nikkei et le MSCI Asie et Japon qui sont en hausse. Donc on voit clairement que ce matin, on a de l'appétit au risque. Le marché obligataire qui est vendu, le gold, le yen qui sont en baisse et les indices asiatiques qui sont en hausse. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est préférence haussière pour les indices boursiers, même si, comme je vous l'ai dit, la volatilité devrait être plutôt faible aujourd'hui puisqu'on n'a aucun rendez-vous vraiment très très important attendu. Donc voilà, ça devrait rester plutôt calme. Ça devrait être une journée finalement de transition. Pour ceux qui veulent un récap plus précis de l'actualité, je vous invite à lire mon article que j'ai rédigé donc ce matin. On a notamment des commentaires sur le Brexit. Alors Brexit qui
qu'il y a de fortes chances qu'ils soient reportés à juin. On a des députés du Brexit qui ont par ailleurs envoyé une liste d'engagements pour apporter leur soutien à Theresa May. Et enfin, côté UE, on a le bloc qui serait prêt à fournir des garanties supplémentaires sur le backstop afin de faciliter l'approbation par le Parlement britannique de l'accord sur le Brexit. Donc, cela justifie eh bien une surperformance du GBP et des devises Como. Donc on voit GBP NZD en hausse, et à l'inverse tout ce qui est devises refuge, alors franc, yen, à part l'euro, bon l'euro il est en légère baisse là, mais sinon on voit yen franc, ça sous-performe. Donc voilà. Alors je commence par les indices comme d'habitude. Alors l'Eurostoxx, on va commencer par l'Eurostoxx. On est passé au-dessus de la moyenne mobile à 200. On va même prendre un petit peu d'auteur en se mettant sur du weekly. Regardez le weekly, on est où? On teste probablement là on est revenu tester une résistance. Bon, honnêtement, il y a des chances qu'on la dépasse, étant donné qu'on n'a pas de catalyseur pour le moment qui justifierait une baisse, même si voilà, les indices pour moi sont perchés, hein, et ça fait quand même pas mal de semaines que j'attends la correction. On voit que les indices ne vont pas baisser, les boules tiennent la main, les acheteurs sont encore présents, ne prennent pas des bénéfices. Donc ça, voilà, c'est une information qui est haussière, d'autant plus que le S&P a clôturé la semaine dernière alors légèrement au-dessus plus clôture 2794, pardon. Il n'a pas clôturé au-dessus des 2800. Mais bon, on voit qu'on est quand même boule. Donc voilà, alors qu'on est revenu sur une résistance majeure. Ça veut pas dire que cette résistance, ça y est, on l'oublie. Mais voilà, ça fait quand même, on l'a testé pendant une semaine. On n'a pas eu de baisse. Ça, c'est une information qui remet clairement en cause la résistance. Normalement, quand on va tester une résistance, plus rapidement on a le renversement, que ce soit une résistance ou un support, plus ça veut dire que cette résistance ou ce support est important. Parce que ça veut dire finalement que les investisseurs se sont précipités à la prise de bénéfice ou précipités à l'achat si c'était un support, d'accord? Donc là, ça fait une semaine qu'on le teste. Finalement, on n'a pas eu de prise de bénéfice majeure. On voit qu'on a une petite temporisation, ce qui est normal, puisque c'est quand même une résistance majeure, mais on n'a pas eu de baisse. Et au vu de ce qu'on attend et les informations qu'on a ce matin, donc un accord commercial qui pourrait être signé ce mois-ci, et des banques centrales qui sont attendues dovish voire neutres, bien en ayant ces informations, j'ai une préférence pour la hausse des indices cette semaine, même si voilà, d'un point de vue technique, je trouve ça compliqué de payer les indices à ce niveau de prix, pour être tout à fait franc avec vous. D'ailleurs, vous le savez, hein, regardez en journalier, voilà, là c'est clairement compliqué, on est dans une zone de résistance. Excusez-moi. Donc là, on est dans une zone de résistance. Donc c'est voilà, c'est assez compliqué à payer les indices. Si on passe au-dessus de 2821, bon, on pourra mettre un stop sous le récent plus bas et viser les 2940. Mais là, après, bon, c'est à chacun de faire son propre avis, hein, mais ça me semble assez complexe à payer les indices. Vous voyez, on est dans cette zone-là. Donc vous voyez, on n'est pas encore sorti de cette zone, on est encore dans la résistance. Hein, c'est pas parce qu'on est passé au-dessus de 2800 sur le contrat futur que ça y est, on a dépassé la résistance. Non, 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 on est toujours dedans. En plus de cela, on a une divergence baissière. Alors, divergence qui n'est pas encore exploitable puisque le RSI n'est pas passé ni sous le support de momentum, ni sous 50. Donc, voilà, clairement compliqué à vendre. Vous voyez, c'est pas comme à ce moment-là où on avait la divergence, on avait le support de momentum qui était à 50, et là pour le coup on était passé en dessous. Vous voyez, on était passé en dessous à ce moment-là. Et donc c'était possible. Alors RSI 51, RSI 46. Voilà. Et donc là c'était possible. On avait le signal vendeur de la divergence. Mais là on a une divergence qui peut continuer à se former, qui peut continuer, vous voyez, à inscrire des plus bas sur le RSI, enfin des sommets de plus en plus bas et des sommets de plus en plus hauts sur le prix. Donc c'est pas parce qu'on a une divergence qu'on va avoir immédiatement le renversement. Ça peut prendre du temps, comme ça peut aller assez vite. Pour le moment, ça prend du temps et rien ne nous dit qu'on va avoir la validation de la divergence cette semaine. Par contre, si on a le RSI journalier qui passe aux 50, là clairement, ce sera le moment pour les acheteurs de clairement prendre les bénéfices. Et pour les vendeurs, pour les personnes qui attendent de vendre les indices comme moi, ça fait maintenant pas mal de semaines, eh bien, ce sera clairement le signal, ça sera le meilleur signal selon moi pour vendre les indices boursiers. C'est si on a la divergence, comme ce fut le cas, eh bien, voilà, l'automne dernier. Donc pour le moment, c'est haussier, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On n'a pas de signaux vendeurs sur les indices.
Baradez nous dit de vendre les indices. Alors je ne sais pas je ne sais pas s'il vous a dit ça. C'est vrai que je dialogue avec Baradez et on est assez surpris de la hausse, hein. C'est vrai que personne ne pouvait s'attendre, hein, de la hausse de 20% des indices depuis le point bas de décembre. C'est énorme. Je pense que personne ne pouvait s'y attendre. Euh, et c'est pour cela que finalement, moi, ça fait, rappelez-vous, ça fait quand même, je pense, depuis la fin de janvier, que je suis assez bear pour le coup, alors que normalement, c'est pas du tout dans mon habitude, mais voilà, je suis assez bear. Mais maintenant, c'est le moment de se fier à l'analyse technique. L'analyse technique, c'est pour moi l'analyse la plus crédible, parce que finalement, l'analyse fondamentale n'est pas parfaite. L'analyse fondamentale, elle donne un contexte, mais elle ne donne pas de signaux. D'accord. Surtout en trading. Encore en investissement, si vous investissez sur de long terme, bon, je dirais que l'analyse fondamentale est importante, mais quand on fait du trading sur quelques jours, du swing trading, l'analyse fondamentale, finalement, bon, c'est de loin la plus importante. Donc l'analyse fondamentale donne un contexte. Et fondamentalement, il y a des raisons d'être inquiet, même si ça s'améliore depuis le début de l'année, il y a des raisons d'être inquiet, notamment avec la courbe des taux, notamment avec la baisse des PMI. Il y a certains économistes, alors je ne sais pas si c'est vrai, moi j'ai pas fait, voilà, je ne suis pas qualifié, mais il y a certains économistes qui tablent sur une récession américaine, sur une contraction du PIB au premier trimestre. Euh, voilà, on est encore en plein dedans, on est au dernier mois du premier trimestre de l'année déjà d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, donc si bien évidemment on a une contraction du PIB, ça sera un signal extrêmement bearish pour les marchés financiers. Donc est-ce qu'on va avoir une contraction du PIB américain au premier trimestre? C'est une question et c'est une menace potentielle pour les marchés. Si on a une contraction, c'est rarement bon pour les marchés. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que je vous invite à aller sur Fred Saint-Louis, on va regarder ça tout de suite. Voilà, Fred Saint-Louis qui est un site de recherche de la Fed, hein. Real GDP. On va se mettre sur du quarterly. Edit graph, tac, on va pas se mettre en line, bar. Et on va ajouter du S&P 500. Alors, format. Et on va se mettre donc là-dessus. On va se mettre plutôt du coup en ligne. Et au lieu de mettre le prix du S&P, on va mettre le changement trimestriel, d'accord, la performance trimestrielle finalement. Donc, edit line 2 et on va mettre donc quarterly. Alors, change. Voilà, donc ça c'est la performance. Alors 0. Alors person change, voilà. Voilà, donc ça c'est la performance trimestrielle du S&P qui est en rouge, d'accord. Performance trimestrielle du S&P et le PIB américain qui est en bleu. Donc le PIB américain, ici on a une contraction du PIB. Qu'est-ce que fait le S&P? Le S&P, alors attendez, est-ce que c'est sur une année la performance? Percentage change. Non, a priori c'est bien la performance sur un trimestre, hein. Voilà. Donc là S&P, pardon, contraction du PIB, le S&P qui gagne que 1,29. Ici, donc pas de contraction, contraction du PIB. Vous voyez, on commence à voir la baisse du S&P et on a le point bas qui est fait en troisième trimestre 2011. Donc pour le moment, maximum, on n'a pas suffisamment d'historique. Mais bon, moi j'ai fait une étude sur le PIB, sur les récessions, qui est en grise, ici, les zones grises.
Récession américaine et S&P. Bon, faut savoir que juste avant la récession, on a le début du crack du S&P. Généralement, avant la récession américaine, une récession, c'est quoi? C'est 2 trimestres consécutifs de contraction du PIB. Donc là, si on a le premier trimestre de l'année qui est en contraction, on n'est pas encore techniquement en récession puisqu'il en faut 2 trimestres. Donc voilà. Si on a une récession, c'est mauvais d'un point de vue historique, c'est très mauvais pour le S&P 500. Donc je ne sais pas si on va être en correction. Pour le moment, je pense que il y a pas. La question ne se pose pas trop. En tout cas, on peut pas vraiment trader en fonction de cette information puisqu'on est encore à un mois de la fin du PIB américain, enfin de la fin du premier trimestre. Et la première publication du PIB américain sera dans 2 mois. Donc d'ici 2 mois, il peut se passer plein de choses. Le S&P peut encore prendre 5%, il peut en perdre 5. Donc voilà, ça va être compliqué de trader maintenant en fonction du PIB américain. On va pas spéculer dessus. En tout cas, techniquement, c'est encore haussier. On est dans une résistance. Si on passe au-dessus de 1821, bon, c'est haussier direction de 1940. Quels sont les facteurs qui pourraient justifier une hausse du marché américain jusqu'à 2940? Eh bien, des banques centrales au soutien des marchés actions. Donc là, si on a les banques centrales RBA, BCE, Banque du Canada qui sont dovish, ça sous-entendra une hausse de la liquidité et donc une hausse des marchés actions. Et en plus de cela, eh bien, si on a en effet un accord commercial qui est signé, ou en tout cas qui est annoncé officiellement par la Maison Blanche ou par la Chine, ça serait un facteur de soutien au marché actions. Même si c'est beaucoup pricé dans le marché, ça pourrait, je pense, continuer à soutenir au moins un petit peu les marchés. Donc pour le moment, je dirais que ce matin, c'est haussier sur les marchés. Le CAC, alors 5920, vous voyez, on ouvre à la hausse. Bon, on n'a pas de boule de hausse majeure pour le moment. Mais voilà, on ouvre à la hausse. On a dépassé les sommets à 5984. Vous voyez qu'on clôture légèrement au-dessus vendredi. On clôture à 5286, donc 2 points au-dessus du plus haut de 2015. Le RSI qui est clairement bullish, regardez 78, c'est haussier. Donc là, shorter un momentum aussi important, c'est assez risqué. C'est assez risqué. Techniquement, en 4 heures, bon bah on reste dans le canal. On reste dans le canal. On a une respiration du momentum. Donc là, vous voyez que j'ai mis un RSI 7 périodes. Et sur le graphique, j'ai un RSI 14 périodes. Pourquoi j'ai fait une différence? Bah parce que sur le RSI 7 périodes, en fait, on va avoir ça va être beaucoup plus simple de voir les divergences. En fait, ça va être beaucoup plus le RSI va être beaucoup plus volatile, va varier de façon beaucoup plus importante, donc ça va être plus facile à voir les divergences. Mais concrètement, c'est la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc CAC 40 en hausse. En swing trading, bon bah c'est le canal qu'il faut trader, je pense. Donc voilà, si on a un retour en bas du canal, c'est stratégie longue. Si on a même un retour à 5002, vous voyez qui était une résistance et qui est devenu un support, bien ça peut être une stratégie pour passer à l'achat, à condition bien évidemment qu'on n'a pas des signaux bearish majeurs. Pour le moment, on n'en a pas en tout cas. Même si voilà, moi j'ai toutes les raisons. Honnêtement, vous savez que je suis assez bear en ce moment. Voilà, je suis assez prudent sur les stratégies longues. Faut se mettre à l'évidence que voilà, l'analyse technique pour le moment elle reste haussière, même si on a de quoi s'inquiéter, ça reste boule. Donc voilà, CAC, pardon, le DAX maintenant. DAX, bah, écoutez, c'est haussier. Prochain objectif majeur, c'est les 12 000 points. 12 000 points sera la prochaine résistance. Là, vous voyez, on avait une divergence ici, des sommets de plus en plus bas, les sommets étaient de plus en plus hauts, le momentum qui baisse. Donc là, on a eu, ça y est, la divergence. On n'a pas eu une chute, pour le coup, mais on a eu la divergence qui a été validée puisqu'on était passé en dessous de 50. Alors, il faut regarder le RSI 14. Ah non, le RSI 14, bon, légèrement en dessous de 50, mais vous voyez qu'il a rebondi le jour suivant. Donc voilà, DAX, c'est haussier. Tout comme les autres indices, pour le moment, c'est boule. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour le moment. Bonjour, on n'a pas de signal. Alors Philippe qui me dit bonjour, on n'a pas de signal baissier plutôt en ce moment en intraday sur le DAX. Alors, en intraday, gap haussier. Alors, je vais mettre, voilà, appliquer ces changements. Alors, on ouvre avec un gap haussier qui est comblé déjà, qui est déjà comblé. Bon, on a un support, vous voyez quand même, on comble le gap de over weekend, mais vous voyez que là, on est en bas du gap de jeudi à vendredi. Donc là, j'ai envie de dire, en intraday, les 11 585, si on a un retour à ce niveau de prix, ça se paye. Ça se paye puisqu'on voit que c'est un support de vendredi. C'était le gap de vendredi, donc voilà, ça se paye à court terme.
Voilà les résistances en intraday. Ça m'étonnerait qu'on sorte de ces bornes compte tenu du fait qu'on n'a pas vraiment de catalyseur en intraday. D'accord? Il n'y a rien qui est attendu. Donc le prix devrait osciller entre 11 585 et 11 675. Donc je pense pas qu'on aura un gros chandelier aujourd'hui, hein. Vraiment, faut pas s'attendre à de la vol sur les marchés. Comme en témoigne d'ailleurs le VIX, hein, le VIX qui est repassé sous 15, le VIX 13, 13 c'est extrêmement faible. Plus le VIX est bas, moins il y a de volatilité sur le marché actions. Donc, vous voyez par exemple le VIX ici était important. Ce qu'on va faire, c'est que, alors, voilà, on va mettre le S&P ou même voilà, S&P, mais c'est pareil pour le DAX, d'accord? S&P, on va mettre le rate of change, donc taux de changement. Taux de changement, donc ça c'est là. On va afficher la performance par jour. Voilà, performance par jour du S&P et on va le superposer au VIX. Voilà, donc vous voyez que plus le VIX est élevé, plus la performance, que ce soit haussière ou baissière, hein, elle est importante. Et plus le VIX est bas, plus la performance du VIX, soit haussière ou baissière, est faible. Donc, vous voyez ici, regardez, VIX hyper élevé, sommet du VIX, performance importante. Et plus le VIX va vers le bas, plus il est bas le VIX, et plus la performance est faible. Donc, voilà, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que le S&P peut continuer à monter aussi longtemps que le VIX sera bas. Mais plus le VIX baissera, moins la performance, que ce soit positive ou négative, sera importante. Donc voilà pour les indices. Indices en intraday, bon, faut pas s'attendre à des mouvements très très importants, même si j'ai une préférence pour les achats, compte tenu du fait qu'on a plutôt de l'appétit au risque. On a eu les indices, on a eu le Nikkei qui a clôturé en hausse de 1% ce matin quand même. Le CSI 300, c'est du 0,70. Le MSCI Asie et Japon, c'est alors 0,25. Donc voilà, on a quand même de l'appétit au risque. Hein. Faut pas l'oublier. Après, et c'est pour cette raison que je privilégie, je pense, le sens haussier en intraday. Passons sur le DXY. Alors le DXY, qu'est-ce qui nous fait ce DXY? Alors on a un rebond depuis mercredi. On a un rebond, alors ce qui est assez normal. Hein. Techniquement, on fait quoi? On a l'épaule tête épaule. L'objectif qui est atteint. On va même chercher un peu plus bas, 95,37. Et là, on a un retracement. On a un retracement et on en avait parlé en fin de semaine dernière, comme quoi, voilà, là, il s'attend à un retracement de 50%. Si on va à 50, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut passer à la vente? Non. Tant qu'on n'a pas de signaux baissiers, on va pas s'amuser à shorter une tendance haussière. Donc là, vous voyez que même sur du 1 heure, on n'a pas de divergence, on n'a rien. Donc là, c'est haussier dollar, au moins direction de 96,15, qui est, vous voyez, ce sommet de cette respiration qui est également proche de, enfin, qui était la ligne de cours, donc on a eu le breakout, le pullback. Donc ça va être une résistance 96,15. D'ailleurs, c'était le sommet du 24 janvier. Donc là, perspective à court terme en intraday, c'est perspective haussière du dollar. Perspective haussière, je vous rappelle qu'on a le livre beige de la Fed qui est publié mercredi soir. Donc peut-être que le dollar va continuer à progresser jusqu'à la publication du livre beige. Donc c'est perspective baissière à court terme pour l'eurodoll. L'eurodoll, s'il revient à 1,13, je pense que sur du moyen long terme, ça sera un signal clairement intéressant. Alors en 4 heures d'ailleurs, si je mets les Bollinger, on a eu un squeeze. Hein. Est-ce qu'on a eu le squeeze? On a eu un très léger squeeze et là on est en train de clôturer. On n'a pas encore clôturé, donc faut pas anticiper. Mais là voilà, regardez, divergence, RSI qui passe sous 50, donc déjà on a un signal baissier à ce moment-là, vendredi à 16h. Et là si on a la clôture sous la bande, bah voilà, on aura un autre signal baissier. Donc l'euro dollar plutôt perspective baissière cette semaine, en tout cas jusqu'à 1,13. Et pourquoi je suis aussi à 1,13? Parce que je pense que les perspectives sont plutôt en faveur d'une hausse. Je refais voir ce graphique, mais là vous voyez on a un squeeze en weekly. Regardez les bandes comment elles sont extrêmement serrées à court terme. Ça montre bien que le marché est dans patience finalement. Et vous voyez que depuis
voyez, depuis octobre, on est dans un range de 200 pips. Alors, on a une petite excursion en début janvier, mais vous voyez qu'on est entre finalement 1,15 et 1,13. C'est là où tout se joue à court terme. Mais à moyen terme, finalement, on sait qu'on a cette zone. Voilà. On a cette zone de prix où là, c'est l'indécision totale à moyen terme. On est d'accord, je pense. Si on passe au-dessus, c'est un signal d'achat jusqu'à 1,20. Si on passe en dessous, c'est un signal de vente. Et là, bah, l'objectif de l'ETE qui est jusqu'à 1,05 sera à s'attendre, voilà, tout simplement. Et en attendant, il y a deux possibilités. Soit on trade ce range en swing trading, ce qui est possible, mais bon, voilà, c'est possible. Ou soit on vient chercher l'achat à 1,13. Pourquoi? Mais tout simplement 1,13, c'est pas seulement le bas du range, c'est également, bah, le plus bas du 12 novembre. C'est la moyenne mobile à 200 semaines qui n'est pas affichée sur ce graphique, qui est affiché sur celui-ci. Voilà, 200 semaines, regardez en noir. C'est également le bas de ce canal et c'est également le haut de ce canal. Donc on voit qu'à un 13, enfin un 13, un 12, 15, voilà, faut s'attendre, c'est pas un 13 pile, mais on voit qu'entre un 13 et un 12, 15, on a quand même des supports importants, des moyennes mobiles de long terme, des, voilà, des bornes des canaux au long terme, et en plus de cela, on a une divergence du RSI qui n'est pas exploitable pour le moment puisque le RSI n'est pas passé au-dessus de 50. Mais si demain on a le RSI qui clôture au-dessus de 50, bien là honnêtement on aura un signal haussier très très intéressant, très très intéressant. Et voilà, il n'y a jamais 100% de chance de réussite, mais là les chances seront clairement de nos côtés, enfin du côté des acheteurs, si le RSI clôture au-dessus de 50. Si le RSI weekly clôture au-dessus de 50, si vous regardez un petit peu les divergences en weekly, elles sont assez, euh, assez fiables. À 15,71, non, donc là pas de divergence, pas de divergence. Mais là on en avait une, RSI qui clôture 50, bull market. Donc je dirais pas qu'on en va avoir une hausse de 2000 pips, hein, mais au moins un retour à un 20 si on a un RSI qui clôture 50 me semble largement possible. Donc voilà, pour moi à moyen terme, un 13 c'est un niveau de prix qui se tente à l'achat. Pour viser, bien dans un premier temps un 15 pour du swing trading, mais à moyen long terme, un 20 c'est clairement possible. Alors je vous demande 10 petites secondes. Alors, excusez-moi pour cette petite attente. Donc voilà pour l'eurodoll, donc c'est un peu la même conclusion pour l'or. L'or qui devrait impacter à court terme, puisque voilà, vous l'avez vu, enfin vous l'avez compris, ma perspective est plutôt haussière sur le dollar pour cette semaine, en tout cas pour d'ici le livre le livre beige pardon de la Fed, d'ici le livre beige, les perspectives sont plutôt haussières pour le dollar. On le voit techniquement, le DXY il est boule à court terme. Quand je dis à court terme, c'est vraiment vraiment à très court terme. Donc or qui devrait être impacté par la hausse du dollar. Et en plus de cela, on a un manque d'aversion au risque à l'image des marchés actions qui sont en hausse. On a une volatilité implicite qui est basse, donc les investisseurs ne devraient pas se couvrir sur l'or. Alors regardons un petit peu le VIX, le VVIX pardon. Le VVIX, qu'est-ce qu'il fait le VVIX? Le VVIX, non, il est encore, vous voyez, très très faible, hein. Donc on a finalement, bon, on a quelques séances où on a voilà, la couverture de la part des investisseurs, mais on n'a pas non plus un emballement du VVIX. Donc pour le moment, voilà, faible volatilité sur les marchés, pas d'aversion au risque, hausse du dollar à court terme, ça c'est mauvais pour l'or d'ici les prochaines séances. Euh, D'ailleurs, si on regarde un petit peu en journalier, on est sorti du canal, on a retracé à 1300, et là on peut aller encore retracer plus bas. Je pense que, bon là on commence à rentrer dans une zone d'achat, parce que vous savez, la zone où il y a plus de chances qu'on ait un rebond, d'après les retracements de Fibonacci, c'est entre 38 et 50%. Entre 38 et 50%, c'est là où on a plus de probabilité d'un rebond. Ça ne veut pas dire qu'on a 90% de chance d'un rebond, hein. C'est là où il y en a plus. Et là, on commence à peine à entrer dans la bande des 38%. Donc, dans cette zone de prix,
va falloir être assez prudent. Là, on est sur du journalier, donc il faudra aller sur du 4 heures. Et si on commence à apercevoir des signaux haussiers comme une divergence, quelque chose comme cela, ça sera un signal haussier de moyen terme. Là, pour le moment, le RSI il est correctement orienté à la baisse. Donc, je dirais que l'or, bah, c'est la baisse hein, qui est à privilégier pour les prochaines séances. Et à la rigueur, si on a un retour à 1276 et qu'on commence à avoir des signaux haussiers sur le 4 heures, par exemple un rebond du momentum, etc., eh bien, ce sera clairement un signal qui m'intéresserait pour passer à l'achat. Voilà, donc là, pour le moment, c'est baissier pour l'or. Et pour les métaux précieux d'une manière générale. Hein. Alors, je vais répondre aux questions. Hein, je vous demande un tout petit instant. Je passe sur le pétrole et ensuite je réponds à toutes les questions. Pétrole, alors on a une baisse. On a une forte baisse vendredi. Forte baisse, alors on a eu pourtant, enfin c'est à cause des décevants chiffres américains, hein, décevants chiffres américains, donc retour à cette oblique en noir, cette oblique qui correspond en fait à une oblique de long terme, hein, puisque en fait c'est ce support, vous voyez c'est l'extension, non pardon, à chaque fois je confonds, voilà, c'est cette oblique, plus bas du 18 janvier 2016, plus bas du 26 juin 2017, extension, et là on revient sur ce niveau de prix. Donc le pétrole a du mal à progresser, mais pour le moment, bon, RSI il est au-dessus de 50. Le prix est au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. Il est au-dessus de cette oblique. Il est au-dessus de sa ligne de coût de l'ETE. Donc pour le moment, il n'y a pas d'invalidation de la stratégie. Et on n'a pas de signaux vendeurs. On n'a pas des chandeliers comme des shooting stars, ou vous voyez des configurations techniques baissières. Le RSI, encore une fois, il est au-dessus de 50. On n'a pas de divergence. Donc, oui, le pétrole ne décolle pas, mais en même temps, on n'a pas de signaux vendeurs. Donc, moi, je préfère encore privilégier, je préfère pas abandonner cet objectif de l'ETE. Vraiment, l'invalidation, c'est si le cours réintègre, repasse en dessous sa ligne de coût. Là, dans ce cas-là, il faudra s'attendre à une consolidation dans ce range, tout simplement. Et le WTI, le WTI, c'est pareil, hein, pullback. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire sur le pétrole? Pour ceux qui ne sont pas à l'achat, ça peut être un niveau de prix intéressant puisque finalement on est revenu proche de la ligne de coût de l'ETE et en fait on est revenu au-dessus du breakout puisque voilà, le chandelier de breakout c'était celui-ci, en tout cas sur le Brent il me semble. Sur le Brent, voilà, c'était celui-là. Donc vous voyez, c'était possible de passer à l'achat au niveau, quand on a eu le signal de l'ETE, c'était à 64,56. Là on est à 65,41. Donc vous voyez, on est à peu près au signal qu'on avait eu lors du breakout de cette ligne de coup. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas à l'achat et qui veulent jouer cette ETE, eh bien là, il y a possibilité de rentrer finalement à un bon niveau de prix. Et donc le WTI techniquement c'est toujours bull, hein, on n'a pas de divergence, voilà, c'est bullish, RSI au-dessus de 50, donc il n'y a pas de quoi remettre en cause le scénario haussier pour le moment. Même si je vous l'accorde, on aurait aimé vraiment une hausse importante, mais ce n'est pas le cas. Alors, je regarde toutes les questions, il y en a quelques-unes. Vous aviez un tableau avec des probabilités de récession en fonction de la hausse des taux. Est-ce qu'il est toujours valable au moment pour un ralentissement de l'économie US? Alors, c'était pas avec la hausse des taux, c'était avec la courbe des taux. Hein. C'était avec la courbe des taux. Est-ce qu'il est toujours valable au moment pour un ralentissement de l'économie US? En fait, je vais vous le faire voir. Hein, c'est mon étude que j'ai faite. Alors, je vais vous faire voir mon étude. Je vous demande 2 petites secondes le temps de l'ouvrir. Donc, ce que j'ai fait, c'est simplement, en fait, j'ai comparé la courbe des taux avec la récession américaine. D'accord, donc si par exemple, voilà, sur la courbe des taux, vous voyez 30, 20, 10, 0, 10, est-ce qu'il y a une récession, oui ou non, etc. Et donc ensuite, on arrive à des probabilités. On arrive à des probabilités. Là, la courbe des taux actuellement, elle est où? Eh bien, elle consolide, elle est à 18 points de base. Elle est juste ici, la courbe des taux. Voilà. 19 points de base, ça fait quoi? Ça fait depuis le mois de décembre. Donc on est entre 10 et 20. Entre 10 et 20. Donc d'ici 6 mois, il y avait que 29%. Donc attendez, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, ça fait depuis donc depuis décembre. Puis décembre.
voyez. D'ailleurs, on teste, regardez. Voyez, on est dans cette zone de prix. Ce que je pourrais faire, donc, alors, on va faire quelque chose d'un peu plus visuel. Donc 0,30 et 0. Donc là, 0,20 et 0. Et enfin, 0,10 et 0. Voilà un petit peu la courbe des taux. Voilà un petit peu les seuils à surveiller. Donc on voit qu'on a plusieurs bornes. Alors attendez. Voilà. 0,30, 0,20, 0,10. Plus on s'approche de 0, plus il y a de chances qu'on ait plus il y a de chances qu'on ait une récession américaine et donc un crack du S&P 500. Là, on est entre donc 0,10, 0,20 comme je l'ai dit depuis le mois de décembre. Donc ça fait quoi? Ça fait 4 mois qu'on est dedans. 4 mois, donc vous voyez que d'ici 6 mois, en fait, il y avait au moment où on est entré dans la zone de 20%, de 20 points de base, pardon, donc en décembre, il y a que 29% de probabilité d'une récession d'ici 6 mois. D'ici un an, il n'y en a que 42, donc même pas une majorité, vous voyez. Donc c'est vraiment bon. Par contre, d'ici 2 ans, il y a quand même 75% de probabilité. Mais d'ici 2 ans, on a encore du temps, vous voyez. On a encore du temps, donc on peut pas commencer à pricer d'ici 2 ans. Le S&P peut prendre 10% depuis le prix actuel, voire même 15, hein. Donc voire même plus. Mais voilà. Donc pour le moment, c'est pas possible de trader sur du court terme grâce à ces probabilités. Par contre, plus la courbe des taux s'approchera de 0 et plus vous voyez la probabilité d'une récession augmentera. Plus la récession se rapproche à court terme. Qu'est-ce qui va faire varier la courbe des taux? Bien déjà l'aversion au risque. Et enfin, la politique monétaire de la Fed. Si la Fed repart un petit peu au quiche, ça va aplatir davantage la courbe des taux. Et si on a l'aversion au risque, c'est pareil, ça va aplatir. Et pareil pour la contraction du PIB. Si par exemple le PIB américain, imaginons on a une contraction à court terme, est-ce que le marché va prêter plus d'argent sur du court terme au gouvernement américain, ou il va plutôt privilégier sur du long terme, à votre avis? Bah, il va plutôt privilégier du long terme. Il va plutôt privilégier du long terme. Donc ça, pareil, ça fait aplatir la courbe des taux, parce que si plus les investisseurs vont prêter sur du long terme, plus ça va faire baisser le rendement. D'accord? Ça va faire baisser le rendement. Et puisque normalement le rendement à long terme est plus important que le rendement à court terme, eh bien ça va diminuer l'écart. Et donc la courbe des taux va continuer à s'aplatir. Donc, plus les chiffres macro seront décevants aux États-Unis, plus ça va aplatir la courbe des taux. Voilà, parce que le rendement à court terme, faut savoir que plus le rendement est à court terme, plus il est influencé par la Fed. Si vous regardez le rendement, je vais vous faire voir. Donc, comparer Fed Funds. Donc ça, c'est Fed Fund Rate. Donc c'est les taux de la Fed. Et on va superposer avec le 2 ans. D'accord? Le 2 ans US. Alors, pourquoi ça veut pas? Voilà. Le 2 ans, vous voyez que le 2 ans, il ressemble globalement au Fed Fund Rate. Il ressemble globalement à ce rendement, au taux de la Fed. Et donc plus la Fed va être au quiche, plus elle va remonter ses taux, plus ce taux va augmenter. Et le 10 ans, il est moins influencé par les Fed Fund Rate. Donc si on a le 10 ans qui est stable, mais que le 2 ans US qui est haussier, puisque on a la Fed qui continue à remonter ses taux, eh bien vous imaginez bien que l'écart entre le 10 ans et le 2 ans va comment dire,
va se réduire. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est réduit en 2007 et 2018, d'accord? Et donc ça va aplatir la courbe des taux. D'ailleurs, on le voit très bien. Regardez le pic de la courbe des taux, donc bon 2010, ouais, et plus on a une hausse des Fed Fund Rate, et plus la courbe des taux est en baisse. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. Donc pour le moment, en termes de probabilité, on n'a pas de probabilité forte de récession à court terme. La probabilité à court terme ne se pose pas, en tout cas d'après la courbe des taux. Vous utilisez par les prises de bénéfices pour travailler les baisses. En fait, les baisses, faut savoir que les marchés actions, c'est pas vraiment les positions short hein, qui font baisser les prix. Hein, c'est surtout les prises de, enfin, on a deux facteurs qui influencent la baisse du marché action. On a bien évidemment les positions short, mais si les acheteurs prennent des bénéfices, donc ils vendent, donc ça devient des vendeurs, pas des vendeurs short, hein, mais ça devient des vendeurs. Pour chaque acheteur, il y a un vendeur. Ça, faut le savoir. Hein. Si vous achetez, il y a quelqu'un qui vend. Hein. Vous achetez à quelqu'un, c'est un marché. Hein. Pensez bien que c'est un marché. Donc, pour chaque acheteur, il y a un vendeur et pour chaque vendeur, il y a un acheteur. Donc, si les acheteurs commencent à prendre des bénéfices, il y a moins de pression acheteuse. Donc oui, ça peut être un facteur de baisse. Parce que si les vendeurs sont aussi nombreux, mais que les acheteurs prennent des bénéfices, bien ça va faire baisser le prix. Sinon, pour un chat commun, peut-être utiliser un groupe sur l'application Snap ou WhatsApp. Alors, moi, ce sera pas possible, hein, parce que je travaille pour, vous savez, DailyFX qui appartient à IG, et il y a une réglementation, donc je peux pas, tout doit être tracé, etc. Je peux pas me permettre de dialoguer sur Snap ou WhatsApp. Hein. C'est pas quelque chose envisageable de mon côté, en tout cas. Ce qui est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Faut-il shorter le gold? Alors non, parce que voilà, je pense qu'il est trop tard. Fallait le shorter finalement à la cassure hein, du canal. Cassure du canal, dès qu'on a un signal baissier comme cela, faut chercher un retracement de 38% au minimum. D'accord? Au minimum. Donc en fait, là où il y avait quelque chose à faire sur l'or, je reviens dessus. Mais voilà, sortie du canal, en fait, fallait shorter à ce moment-là. Donc je l'ai pas vu, je dis, mais fallait shorter ici, poser 1300 puis 38%. Voilà, en plus on avait une belle divergence. Bon, c'est dommage, mais bon, il y aura d'autres, hein. Il y aura d'autres signes. Enfin, le marché sera toujours là, donc il va nous donner d'autres signaux. Là, on rentre dans une zone, vous voyez que la pression vendeuse continue sur l'or. On est à 1288. Donc là, il y a encore une probabilité de baisse. Hein. On peut encore, finalement, pour ceux qui sont vendeurs de l'or actuellement, ils peuvent viser 1276. Donc là, il y aura une demande quand même d'achat. Parce que 1276, c'est non seulement un support, vous voyez, support du mois de, voilà, début janvier, mais c'est également 50% de retracement de cette tendance. 50%, c'est quand même assez important. Et si on utilise les retracements depuis le plus bas au plus haut, 38%, ça correspond à 38%, vous voyez. Ça correspond à 38%. Donc là, on va avoir quand même on a un puissant niveau de support, faut l'admettre. 1275, va falloir être prudent à ce niveau de prix. Voilà, va falloir être prudent. Donc je pense que l'or peut revenir à ce niveau de prix. Et si on commence à avoir en 4 heures une divergence haussière, il faudra probablement s'intéresser aux positions acheteuses. Un peu à l'image, ça c'est parfait, vous voyez, en 4 heures. Vous voyez, la belle div. Et là, on passe à l'achat à ce moment-là. Juste avant, juste avant la hausse, parce que vous voyez là le RSI 53, juste avant la hausse, signal d'achat, en plus proche d'un support. En termes d'un point de vue ratio risque rendement, c'est juste excellent puisqu'on vient, voilà, on vient risquer, allez, 8 dollars l'once pour un trade de tendance, c'est-à-dire sans stop. On vient un stop suiveur par exemple, bien on va viser potentiellement 41, voire même, vous voyez, beaucoup plus haut. Donc, euh, donc voilà, c'était juste excellent ce signal. Et si on en a un du même type, et c'est ce que j'aimerais voir sur l'or à court terme, enfin lors des prochaines séances, je pense qu'aujourd'hui ça va être une journée de baisse, tout comme demain et après-demain, puisque voilà, enfin le dollar encore une fois, il est boule à court terme. Hein, regardez, en 4 heures, c'est haussier. D'ailleurs, vous voyez, on a un beau chandelier haussier. Le RSI, il est correctement orienté à la hausse, que ce soit sur le 4 heures ou sur le 1 heure, on n'a pas de divergence. Donc là, c'est haussier l'or, c'est haussier dollar. Donc c'est baissier euro, baissier or. GBP USD, un avis. Alors GBP USD. Bon, GBP c'est assez compliqué à vraiment être
comment dire, l'analyse technique depuis plusieurs mois est biaisée par les news sur le Brexit parce qu'il suffit d'un commentaire et voilà, on prend ou on perd 100 pips. Donc c'est assez compliqué, mais techniquement, là déjà on revient sur cette ancienne résistance, sur cet ancien top qui devient un support. Avec la pression du dollar, je pense que le GBP peut revenir chercher 38% voire 50% avec un petit peu de patience. Hein. On peut aller chercher ce niveau de prix. La semaine prochaine, je rappelle qu'on a un vote important du Parlement, parce que ce sera le vote du Parlement sur le projet du Brexit. Donc ça va être qui tout double. Hein. Ça va être qui tout double. Donc là, si on passe en dessous des 1,32, on ira chercher 1,3130, voire même 1,3062. Est-ce qu'il faut payer le GBP à ce niveau de prix? La réponse c'est non, puisqu'on a une hausse du dollar. Le GBP a peu de chances de progresser. Il devrait rester sous pression. Au mieux, il consolidera au niveau de prix actuel. Donc, à la rigueur, autant regarder en 4 heures si on a des signaux haussiers, mais pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence, il y a aucun signal haussier. Même, vous voyez, on clôture sous la bande inférieure, donc c'est plutôt un signe de faiblesse. Donc voilà, j'irai pas payer le GBP à ce niveau de prix, j'attendrai plutôt un retracement. Un retour à 1,30 serait parfait pour passer à l'achat. EuroGBP cassure support UT weekly. Alors, regardons cela. Alors, regardez l'euro GBP alors, déjà, on va se mettre en weekly, comme vous m'avez dit. De weekly, oui. En weekly, regardez. Belle baisse, hein. Belle baisse. Alors, on n'a pas un marteau, hein. Ça, c'est pas un marteau. Parce qu'un marteau, le corps doit représenter un tiers de la mèche. Là, vous voyez que, finalement, le corps, c'est la moitié. Donc, ça, c'est pas un marteau, hein. Pour ceux qui se posent la question, pour ceux qui pensent que c'est un signal de retournement, là, on n'en a pas un. Ça, c'est pas un signal de retournement. Normalement, on va avoir 2 fois cette distance, d'accord? Donc 2 fois cette distance de vis. On va prendre la règle. Vous voyez, 78 pips, la hauteur de ce corps. Donc on veut au moins 140. Et là, on n'a que 73. 140. Si on avait une mèche un plus bas à ce niveau de prix, on aurait eu un marteau. Mais c'est pas du tout un marteau qu'on a là. Donc c'est pas un signal de retournement, mais par contre, donc oui, en weekly, on a un signal baissier puisqu'on clôture sous plus bas. C'est un signal important. Hein. En journalier, regardez, c'est comme on avait prévu, c'est-à-dire rebond, pullback, ligne de coup, et là, c'était le moment de rentrer à la vente. Voilà. On en avait parlé hein, la semaine dernière qu'on aurait un pullback, et si on avait un pullback, c'était le moment de repasser à la vente. Bien écoutez, voilà, vous avez eu le signal vendeur en 4 heures. Donc on va sur du 4 heures, voilà, c'est parfait. Hein, vous voyez, les vendeurs ont immédiatement vendu l'euro à ce niveau de prix. 0,8620, c'est la résistance. Et là, bon, l'objectif, c'est qu'à court terme, on a cherché 0,85. Alors, à court terme, il y aura un petit support à ce niveau de prix, puisqu'on voit qu'on a eu des achats ici. L'euro GBP a rebondi. Donc, faudra être vigilant, mais il y a tout pour qu'on a cherché 0,85 cette semaine. Donc voilà, signal baissier sur du moyen terme avec la clôture weekly sous 0,8620. En journalier, pullback, mais on repart en baisse. Donc voilà, que ce soit à moyen ou à court terme, je dirais que l'euro GBP est baissier. Il faut privilégier le sens vendeur. Voilà donc pour ce point marché, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouverai à 13h pour le webinaire spécial crypto-monnaie. Et voilà, écoutez, excellente journée à vous. À tout à l'heure pour ceux que je retrouverai, et sinon je vous dis à demain.